Je m'appelle Jalil Benabdillah, je suis président du groupe SDTech, Solide Divisé Technologies, spécialisé dans les nanos et les micro-poudres pour l'industrie. Je suis aussi président d'un cluster régional qui s'appelle Leader Occitanie, en région Occitanie, qui regroupe aujourd'hui 120 entreprises de différents secteurs industriels et de différentes tailles. Et je suis également élu à la ville d'Alès en charge de l'enseignement supérieur et la recherche, et à l'agglomération d'Alès en tant que premier vice-président en charge de l'économie et du développement international. J'ai participé il y a 2 semaines à la COP22 à Marrakech pour plusieurs raisons. D'abord, en tant que citoyen, pour l'intérêt que je porte à ces problématiques sur l'environnement et le climat. En tant que chef d'entreprise, parce que ma société peut être impactée directement ou indirectement par les décisions qui seront prises lors de ces réunions importantes, et en tant que représentant d'un cluster qui regroupe beaucoup d'entreprises dans différents domaines d'activité et qui sont directement ou indirectement concernés par la COP22. La COP22 s'est tenue à Marrakech, comme je l'ai dit. Elle fait suite à la COP21 qui s'est tenue à Paris. J'ai eu la chance et le privilège de participer à la COP21 en intervenant avec Madame la ministre de l'Environnement, El Haïti, pour parler de l'écomobilité et du développement durable. Et donc pour moi, c'était une suite complètement naturelle que d'aller à la COP22 à Marrakech, parce que c'est une COP21 bis pour moi. C'est un petit peu la suite logique et naturelle des discussions qui ont eu lieu à Paris. Alors, quel est l'intérêt de la COP22 pour un chef d'entreprise ? C'est une véritable question. En fait, moi j'ai trouvé des réponses en allant à la COP21, et notamment à la COP22, où j'ai passé 4 ou 5 jours. La COP au départ me semblait quelque chose d'éloigné de mes propres préoccupations de chef d'entreprise, il faut le dire. J'ai découvert donc ce monde qui se donne rendez-vous pour discuter de climat, pour discuter d'environnement, d'économie circulaire, de développement durable. Je l'ai découvert à Paris, et puis du coup j'ai été piqué par l'intérêt, par le virus de la COP, parce que en fait, ce que je ne savais pas, c'est qu'il y a 3 ou 4 mondes qui se retrouvent dans ces réunions-là. Il y a évidemment la partie visible de l'iceberg, avec des élus, des politiques, des chefs d'État, de gouvernement, avec toutes les ONG qu'on connaît qui se retrouvent pour parler de l'avenir du monde en matière environnementale et en matière de climat. Mais il y a toute la partie invisible de l'iceberg, et c'est ça qui m'a intéressé beaucoup, c'est-à-dire la société institutionnelle, la société civile, la société économique, qui se donne également rendez-vous en marge de cette COP pour pouvoir débattre, discuter, prendre des décisions, établir des feuilles de route financières pour des investissements lourds, impliquer la société civile dans un certain nombre de décisions majeures. On va largement au-delà de l'aspect purement politique, ou même, je dirais, environnemental, qui est le plus apparent, et c'est celui sur lequel on communique le plus, les climatologues, les ONG, la défense de la nature, la défense des mers et des océans. En fait, la COP22, c'est un agora d'idées, de foisonnement d'idées, qui dépasse la problématique simple de l'environnement et du climat. Quand j'ai décidé d'emmener une petite délégation de chefs d'entreprise à la COP22, j'avais plusieurs objectifs. Le premier, c'était de leur donner envie de s'impliquer dans ces problématiques-là qui concernent les entreprises, et je voulais leur prouver concrètement qu'en y allant, qu'en rencontrant un certain nombre de décideurs, ils vont retrouver l'intérêt pour leurs entreprises et pour les écosystèmes qu'ils développent en général, des choses très précises et très concrètes. Je voulais ne pas garder cela pour moi, comme je l'avais ressenti moi quand j'avais été à Paris. La deuxième, il fallait que je donne l'exemple. Donc j'y suis allé en tant que chef d'entreprise, et j'ai emmené mon ami directeur général Aziz Aïtamer, et j'ai invité un représentant de chambre de commerce, mais aussi des chefs d'entreprise de Leader Occitanie,
pour qu'ils puissent ensuite eux-mêmes porter la bonne parole auprès de nos membres, des autres chefs d'entreprise, pour les convaincre de l'intérêt d'être présents dans ces grandes messes qui semblent très, on va dire, politiques et institutionnelles et qui ne le sont pas uniquement. Voilà. Le troisième, il y avait des aspirations très précises. Par exemple, j'avais pris des rendez-vous avec la Confédération générale des entreprises marocaines, avec laquelle on avait déjà établi des relations par le passé. On a pris des rendez-vous avec le club de la presse au Maroc, avec lesquels on aura des interactions dans le futur. On a pris rendez-vous avec la Chambre française de commerce et d'industrie qui est représentée à Casablanca, qui agit pour défendre les intérêts des entreprises françaises au Maroc. En fait, je peux citer comme ça tout un écosystème qui était présent, qui était représenté, qui était, on va dire, dans un même lieu, et de façon complètement intéressée. Je peux dire qu'au lieu d'aller 10-15 fois au Maroc pour rencontrer tous ces décideurs, je vais à la COP, je retrouve tout le monde dans un même lieu, dans une ambiance qui est dédiée, qui est favorable à la discussion et aux échanges, et où il n'y a pas de tabou. On peut discuter politique, on peut discuter logistique, on peut discuter business, et le contexte est très favorable. Donc, tous mes collègues qui sont venus avec moi, ont ressenti cela, ont rencontré des décideurs, des chefs d'entreprise de très haut niveau. Il faut savoir qu'à la COP 22, c'est pas juste un salon, c'est pas un salon, c'est vraiment on va dire le top management qui est généralement présent, et quand vous allez rencontrer sur un stand telle ou telle entreprise, pour pas les citer, vous rencontrez le PDG, vous rencontrez le DG, vous rencontrez les directeurs d'achat, vous rencontrez le top management, et donc vous rencontrez les décideurs, et ce qui permet d'aller plus vite, d'accélérer. Au-delà de ça, il y avait tout ce qui se faisait en marge de la COP22, dans les hôtels, dans les lieux de congrès et de réunion. Il y avait beaucoup d'ateliers en marge de la COP22, de rencontres business, de rencontres d'affaires, de lobbying économique, de lobbying sur les institutions et sur les décideurs, d'organisation pour pouvoir répondre à des appels d'offres, d'organisation, de structuration de groupes d'influence économique pour pouvoir accéder à tel ou tel marché ou à tel ou tel... Donc il y a évidemment le lobbying politique, le lobbying économique, il y a aussi, on va dire, une agora pour les affaires, et il y a la société civile, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui discute, qui réfléchit, qui pose les problèmes et qui essaie d'être entendu, qui essaie d'avoir un écho. Et moi, en tant que citoyen, et tous les chefs d'entreprise sont des citoyens, on va dire, impliqués, concernés par leur environnement, n'ont pas juste une vision très, on va dire, du profit ou de l'économie pure et dure, ils ont aussi une vision sociétale sur ce qui se passe dans leur environnement proche, dans leur environnement national et international, et ils ont envie que le monde aille un peu mieux, et donc écouter les personnes les plus impliquées, les plus concernées, qui portent parfois des projets avec peu de moyens, c'était franchement très enrichissant. D'abord, un point qui m'a personnellement, pas choqué, mais en tout cas surpris. J'étais très désagréablement surpris par le manque d'enthousiasme et le manque de mobilisation des décideurs politiques, des décideurs économiques, des chefs d'entreprise, d'un certain nombre de responsables et d'élus qui n'ont pas vu l'intérêt de participer à un événement à résonance mondiale, où un certain nombre de décisions sont prises et qui nous concernent tous. Je suis d'autant plus surpris que, à l'issue de la COP21 qui s'est déroulée à Paris, où il y a eu un accord majeur qui engage toutes les nations, j'aurais imaginé que la France serait beaucoup plus impliquée que cela dans la COP 21 bis, que j'appelle, et qui se passe dans un pays francophone et francophile, ami, à 2 heures de la France, et avec des coûts logistiques franchement très limités, comme tout le monde le sait. Donc, il y avait évidemment un certain nombre de représentants, il y avait un certain nombre de décideurs, de ministres, et même le président de la République qui était allé, mais je n'ai pas ressenti un enthousiasme fort autour de la COP22. Alors, évidemment, on n'en attendait pas beaucoup, vu la situation politique internationale, et notamment l'élection américaine qui a donné un vainqueur qui est plutôt climato-sceptique, avec une délégation américaine qui était un petit peu déboussolée et qui n'était pas venue pour prendre des décisions ou contribuer à la réussite de la COP, mais qui n'avait pas de consignes claires et qui était plutôt attentiste. Mais ceci étant,
La France se devait de renforcer cette COP, de la faire réussir. Alors, évidemment, les instances nationales ont fait ce qu'il faut, mais localement, en tout cas, et de façon générale, je n'ai pas ressenti un engouement très fort. Et le retour médiatique qu'il y a eu en France est très limité. Peu de gens ont entendu parler de la COP pendant les 15 jours que ça a duré. Donc ça, c'est un petit point personnel sur ma déception du peu d'engouement que ça a suscité, parce qu'on n'a pas encore perçu complètement l'intérêt et l'étendue de l'incidence des décisions prises lors de ces meetings, de ces réunions, sur l'économie et sur la vie en société et la vie de tous les jours. Maintenant, j'ai emmené moi, une délégation de six chefs d'entreprise et responsables. On est allé à Marrakech en arrivant au milieu de la COP. On avait ciblé 3 ou 4 forums et débats qui nous intéressaient, sur par exemple les partenariats publics-privés, sur la responsabilité des élus locaux, ça me concerne particulièrement, on a assisté à quelques-uns parmi nous, ont assisté à la conférence de presse donnée par le ministre de l'économie et des finances marocain et le directeur de la Banque du Maroc sur la feuille de route financière pour le Maroc sur les investissements énergétiques et écomobilité. Donc c'était très intéressant de voir l'engagement de ce pays dans les énergies renouvelables, dans l'énergie solaire, l'éolien et toutes les formes d'énergie nouvelles, et quelle était la feuille de route et quelle était la stratégie. Et cela a une incidence évidemment sur les entreprises françaises qui travaillent déjà avec le Maroc ou qui veulent exporter leurs expertises au Maroc, parce que c'est un champ d'investissement au sens propre et au sens figuré très très large, et franchement qui donne le tournis. Donc il y a vraiment matière à suivre le train que le Maroc a lancé. Le Maroc n'est pas un pays pollueur, c'est pas un pays très industrialisé, mais c'est un pays qui a fait un choix de l'énergie renouvelable et des énergies propres. Et donc ce choix-là va avoir une incidence complètement financière, économique, sur ces entreprises, mais c'est aussi sur ses partenaires, dont le premier partenaire économique est la France. Donc, ne serait-ce que pour cela, on avait, nous, un intérêt à écouter, à savoir ce qui se dit, ce qui se fait, et quelles sont les prochaines échéances économiques et financières. Ensuite, évidemment, j'ai eu la chance, moi, personnellement, d'obtenir une accréditation pour la zone bleue, parce qu'il y a, vous le savez, il y a une zone verte qui était ouverte à la société civile, aux entreprises, à un certain nombre de confédérations et d'ONG, et il y a la zone bleue qui était sous l'égide de l'ONU, et qui était un pays dans le pays. D'ailleurs, ça m'a fait complètement drôle, moi qui suis franco-marocain, français et marocain, de me retrouver dans mon pays d'origine, où on m'explique que je suis pas chez moi, c'est le cas de le dire, je suis dans un pays qui s'appelle l'ONU, où il faut montrer patte blanche, où il faut avoir vraiment une accréditation qui n'était pas simple à obtenir, et j'étais le seul dans notre délégation à pouvoir l'obtenir, ce qui m'a permis de voir un petit peu, d'assister au débat, donc ce qu'on appelle le High Level Negotiations, ça veut dire les négociations de très haut niveau avec les chefs d'État et de gouvernement, avec les hauts responsables, et de voir un petit peu la partie apparente de l'iceberg, justement, que l'on voit dans tous les médias et que la presse couvre largement. Il y a un point particulier sur lequel je voudrais revenir, c'est celui du partenariat que Leader Occitanie a fait avec un cluster qui s'appelle CAP-LR, et qui est le cluster des entreprises adaptées, et qui a édité un livre qui s'appelle Responsabilis, je le montre ici. Responsabilis, c'est une initiative pour valoriser, entre autres, la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises et les entreprises engagées dans la RSE, mais notamment à travers l'emploi des personnes handicapées. Et ce livre, on a, avec Lilian Pitot, présidente de CAP-LR, qui était partie prenante de cette délégation, nous a permis d'aborder un certain nombre de responsables politiques, de médias, d'organisations patronales, MEDEF, CGEM, Confédération Générale des Entreprises Marocaines, d'aborder aussi des responsables de la société civile et d'associations, et en disant que les entreprises sont aussi concernées par le développement humain. Au-delà, on n'est pas directement
dans la thématique du climat, mais la COP, c'était aussi la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Donc, c'était aussi une initiative qu'on voulait mettre en avant, et c'était l'occasion, la COP 22, de mettre ça en avant. Et sur ça, on a, je pense, un bilan plutôt positif, parce que l'accueil de cette initiative a été plutôt favorable, chaleureux, et ça nous a permis d'évoquer des sujets au-delà de la problématique pure et dure de la COP avec ces responsables que j'ai cités. Donc ça, c'était la première initiative. Et au-delà de ça, évidemment, on est revenu avec un carnet d'adresses fourni, avec un nombre de cartes de visite impressionnant, et avec des contacts directs et identifiés, parce que malgré tout, je disais, le contexte de la COP est plutôt favorable à la rencontre et à la discussion de très haut niveau, et développer un réseau relationnel de ce calibre-là mériterait plusieurs voyages, peut-être plusieurs mois, voire plusieurs années, alors que là, en 4-5 jours, on a pu densifier notre réseau, avoir des vrais retours, et en faisant cette veille-là, on va essayer d'en faire profiter tous les membres, de la diffuser auprès de nos collègues élus locaux, de la diffuser au niveau des élus régionaux, en tout cas de continuer à prêcher, pas la bonne parole, mais en tout cas à prêcher l'intérêt de ces rencontres qui, de façade, apparaissent comme des grandes messes institutionnelles et politiques, et politiciennes même, et en fait que dans les faits, s'avèrent de véritables creusets de discussions, de négociations, de développement économique pour les entreprises et d'opportunités de marché. Donc voilà, l'idée pour nous, c'est qu'allier le développement économique et le développement humain, la COP est un creuset très favorable pour cela. Et moi, j'ai trouvé un intérêt personnel en tant que citoyen, voilà, parce que je suis impliqué et concerné par les problématiques de mon entreprise, de ma société, de ma famille et de mes enfants. J'y ai trouvé un intérêt en tant qu'acteur économique et élu local, et je pense que mes collègues y ont trouvé un intérêt au-delà de nos propres structures pour le développement des réseaux et les interactions qu'on va avoir dans le futur avec ce pays. Est-ce que j'irai au prochain COP? Est-ce que je participerai au prochain COP? La réponse est oui, dans la mesure des possibles et dans la mesure de mes moyens, évidemment, et dans la mesure des responsabilités que j'occuperai au moment. Alors, pour la prochaine qui est organisée par les Fidji, mais pour des raisons logistiques évidentes, elle se tiendra à Bonn, en Allemagne. Évidemment que oui, je serai présent. Pourquoi? Parce que je ne suis pas allé à la COP21 parce que simplement c'était à Paris. Évidemment, il y a une raison logistique et un intérêt particulier quand ça se passe dans mon pays, la France, ou quand ça se passe dans mon pays d'origine, le Maroc. Mais le Maroc, c'est tout un symbole. C'est aussi l'Afrique, c'est aussi toutes les problématiques du pays du Sahel en termes de climat, c'est aussi l'ouverture du monde vers des problématiques nouvelles, et c'est aussi la coopération nord-sud avec des pays industrialisés qui ont de réelles problématiques avec leurs émissions, et des pays africains qui souffrent des décisions en termes d'environnement qui sont prises ou qui peuvent, dans un autre cas, les favoriser. Donc j'y suis allé évidemment parce qu'il y avait un côté personnel, mais pas seulement. J'irai à Bonn pour la COP23 parce que je trouve que c'est un petit peu le Davos de la société civile et de la société intellectuelle et de la société institutionnelle et politique. Donc il n'y a pas que la finance, il n'y a pas un seul thème, il y a plusieurs thèmes habillés et maquillés par la problématique de l'environnement et du climat, mais honnêtement tout le monde peut trouver son compte, et moi je trouve mon compte à aller rencontrer les décideurs, rencontrer les penseurs, rencontrer les organisations qui luttent, qui se battent, et en tout cas qui alertent le monde et les sociétés sur les risques ou sur l'avenir de ce monde.